Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois d'avril 2025. Le mois d'avril n'a pas existé. Il a existé, il s'est passé plein de choses, mais je ne comprends pas comment il a pu passer aussi vite et comment on peut déjà être au mois de mai. Du coup, j'ai fait quelques petites choses en avril, mais ça devrait pas être trop long parce que vraiment, je ne l'ai pas vu passer. Bon. J'ai commencé le mois d'avril au théâtre avec Qui sommes de Barreau d'Evel. Qui sommes, c'est un spectacle que j'attendais vraiment de voir cette saison parce que tout le monde l'a vu à Avignon et c'est le spectacle dont j'ai le plus entendu parler après Avignon 2024. Donc je suis très contente d'avoir vu Qui sommes. J'ai trouvé j'ai trouvé le spectacle, la pièce très réussie. J'ai adoré que ça soit grand, qu'on se refuse rien, que ça parte dans tous les sens, qu'il y ait beaucoup de monde au plateau. C'est vraiment une ode au spectacle vivant dans le sens où il y a de tout en termes de discipline. C'est vraiment une très très chouette proposition. Et j'ai bien aimé la radicalité à pousser chacun des gestes artistiques au bout, du bout, du bout, du bout, y compris dans le temps. Après, moi j'ai trouvé quand même que tout était un peu trop long. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de découvrir un geste artistique, d'apprécier le fait que de façon radicale on aille jusqu'au bout et qu'on le pousse pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et j'ai aussi eu le temps de m'ennuyer à chaque fois. Et donc pour moi c'était un peu trop long, chacun des éléments était vraiment voilà, un peu trop long. Le spectacle il est affiché 1h25, il dure quasiment 2 heures et après il se... Non, je dis n'importe quoi, il est affiché 1h45 environ, il dure 2h15 et après il se prolonge pendant une durée, mais au moins encore une demi-heure, dans les différents espaces du théâtre avec une fanfare et tout. Enfin, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment un moment de spectacle vivant que j'ai trouvé assez exceptionnel. Les interprètes sont zinzin, enfin, il et elle savent faire de tout. Et ça, c'est vraiment très appréciable de voir quelque chose de grand, quelque chose de généreux. Ça m'a fait vraiment très plaisir, mais j'ai quand même, malgré que j'ai apprécié, trouvé le temps un peu long. Ensuite, j'ai vu L'étang de Gisèle Vienne. Je suis allée voir L'étang déjà pour Adèle Haenel et aussi parce que la saison dernière, j'avais vu Extra Life que j'avais pas du tout aimé. Et alors là, L'étang, je l'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé la scénographie super. J'ai trouvé les deux comédiennes exceptionnelles. Adèle Haenel, en termes de performance de jeu, en 1 minute de temps, elle interprète 3 personnages différents avec 3 états différents, donc 3 voix, 3 jeux, 3 états, 3 corps, 3 visages. Elle est plein de personnes en même temps et les transitions entre chacun des personnages, moi j'ai été bluffée. Vraiment, j'ai été bluffée par le jeu, la compétence, la capacité excellente de jeu d'Adèle Haenel. L'autre comédienne aussi est vraiment très très bonne. La scénographie, je le disais, fonctionne trop bien. L'univers sonore est zinzin entre les micros qui font des échos aux voix, entre le son, le bruit, la musique entre guillemets, les choses qui résonnent. J'ai trouvé ça bluffant et c'est extrêmement lent. Et moi, la lenteur au plateau, c'est quelque chose qui me plaît. Quand j'ai compris que pour traverser le plateau, on prendrait 10 minutes, j'ai adoré. J'ai très vite adoré parce que vraiment la lenteur au plateau, l'extrême lenteur dans les déplacements, dans les gestes, dans le mouvement, moi c'est quelque chose que j'adore parce que j'adore pouvoir se déployer un mouvement dans ses moindres détails, pouvoir l'analyser, le voir se faire, me rendre compte sans me rendre compte que ça bouge, etc. Moi j'adore. Donc j'ai trouvé vraiment L'étang super et ça m'a d'autant plus fait plaisir que j'avais pas du tout aimé Extra Life. Alors que là, enfin les choses que parfois je trouve un peu à Extra Life, bah là je les trouve vraiment artistiquement pertinentes, etc. Donc j'ai très envie en fait de revoir Extra Life au regard de L'étang. Mais en fait en même temps peut-être que j'aurais dû les voir dans cet ordre parce que Gisèle Vienne a d'abord fait L'étang, ensuite Extra Life, en 2019 et en 2023 je crois. Donc peut-être qu'il aurait fallu quand même que je démarre par L'étang pour davantage apprécier Extra Life, je ne sais pas. En tout cas si j'ai l'occasion de voir Extra Life, je le verrai à nouveau. Parce que là, L'étang, c'était vraiment un bijou de spectacle vivant. Ensuite, au cinéma, j'ai vu Mikado de Baya Cassini. Je l'ai vu pour Vima La Ponce, que j'adore de tout mon cœur, que j'aimais beaucoup en spectacle et que j'adore maintenant au cinéma. Le film est cool, moi je l'ai trouvé hyper intéressant parce que ça m'a offert un discours, une vision, une perspective sur la protection de l'enfance que je ne connaissais pas. Enfin, cette idée d'avoir des enfants qui administrativement n'existent pas, je trouve ça très intéressant comme point de départ.
Et ensuite, je trouve que c'est plutôt bien raconté. Enfin, moi, voilà, je sais pas si je me souviendrai de ce film dans un an, mais en tout cas, j'ai vraiment... Voilà, j'ai pleuré, bien sûr, mais j'ai passé un bon moment au cinéma. Et je trouve que dans les images, c'est absolument exceptionnel. Et comment est-ce que l'étrangeté de cette vie, de ce quotidien que vit cette famille est mis en œuvre. Enfin voilà, moi je le trouvais vraiment bien réalisé, assez réussi. Et Film à la Plomb, c'est tout à fait exceptionnel. Ensuite, j'ai vu lire Lolita à Téhéran. C'est le type de film où je peux pas m'empêcher de me dire que c'est vraiment très bien qu'il existe et que je l'ai trouvé voilà, vraiment important dans le discours et dans ce qu'il raconte. Après, j'ai été peut-être moins convaincue par la mise en œuvre opérationnelle, la mise en scène, la mise en œuvre, la réalisation du film. Voilà, je l'ai pas... J'ai pas été transportée par l'image, j'ai pas été transportée par l'univers, j'ai pas été transportée par ce qui se passe au plateau, mais le sujet est hyper important et donc c'est vraiment cool que ce film existe. Ensuite, j'ai vu Ma mère Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. Ouais. L'histoire est touchante. Moi, j'ai adoré toute l'enfance. Vraiment, toute la partie du film où cette aventure familiale de se battre pour la santé de cet enfant, vraiment comment est-ce que cette mère se bat et comment est-ce que ça devient vraiment une aventure en famille. Moi, vraiment, toute l'enfance, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Après, je trouve que c'est extrêmement long et que ça se perd dans l'âge adulte et que voilà, j'ai un peu décroché, j'avoue, quand l'enfant est devenu adulte. Donc, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Par contre, oui, ce que j'ai trouvé exceptionnel quand même, c'est le vieillissement. Comment elle s'appelle, la dame? Leila Bekti. On va y arriver. Je trouve que d'un point de vue prothèse, technique, etc., je trouve ça assez exceptionnel comme travail sur le personnage de Leila Bekti qui vieillit. Voilà. À part ça, bof. J'ai lu Selfie de Jennifer Padjemi qui m'avait été offert à mon anniversaire. C'était génial. C'était vraiment génial. C'était génial parce que ce que ça raconte, c'est hyper important, mais ça le dit de façon simple, tout en étant très érudite, très sourcée, très précise dans ce qu'elle nous raconte, mais c'est simple. L'écriture est simple, c'est ultra accessible, et j'ai trouvé ça vraiment super. Et en fait, ce que j'ai particulièrement apprécié, je crois, en fait, Selfie, c'est un essai féministe sur le rapport au corps et à l'image qu'on a en tant que femme, qu'on peut avoir, qu'on a, enfin voilà. Ça parle de plein de choses, ça parle pas que Selfie, ça parle pas que des réseaux sociaux, loin de là, mais c'est vraiment très intéressant. Et en fait, ce que je trouve super, c'est que de lire des ouvrages, des essais féministes écrits par des femmes noires, en fait, ça change tout. Ça change tout, parce qu'il y a aussi tout un discours hyper intéressant sur ce féminisme qui se voudrait universel, qui est en fait un féminisme blanc. Et en fait, je trouve ça fou comment ça change drastiquement la donne, le discours, l'identification, la pertinence pour moi du discours quand c'est écrit d'un point de vue qu'on pourrait dire de féminisme intersectionnel, mais juste parce qu'en fait, c'est une femme noire qui réfléchit à ces questions. Et donc, elle le réfléchit aussi au prisme de son vécu de femme noire. Et ça, je sais pas, c'était peut-être la première fois en vrai que je lisais, je sais pas. En tout cas, c'était la première fois que je lisais Jennifer Padjemi, puisque féminisme et pop culture, il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Là, je suis en train de le lire. Mais du coup, c'était le premier livre que je lisais d'elle. Et franchement, j'ai trouvé ça super. Super. Et c'est à la fois douloureux, enfin, c'est toujours la même chose avec ce type d'essai, c'est-à-dire que c'est douloureux, ça met en colère, et en même temps, c'est réconfortant. Mais voilà, là particulièrement, ça a été d'un grand réconfort. Et en parlant de grand réconfort, j'ai également lu Racine, qui est la BD de Lou Luby sur les cheveux. Et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super parce que même chose, c'est à la fois très personnel et en même temps ça va bien au-delà de son histoire personnelle. Et c'est très sourcé, c'est très renseigné. Encore une fois, c'est assez intellectuel, c'est presque une recherche en fait quand elle parle du cheveu. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et c'est d'une justesse infinie. Pour moi, c'était vraiment d'une justesse infinie et que ce sujet des cheveux soit pris en charge avec soin, parce qu'elle raconte sa vie aussi, hein, mais qu'elle le prenne en charge avec tant de sérieux et tant de soin et tant d'attention, c'est pas rien en soi. Donc le fait qu'en plus de lire ce que ça raconte, ce que ça dit en termes de contenu, voilà, ça double un peu la chose. Et j'ai trouvé ça vraiment super.
Et j'ai lu également Un féminisme décolonial de Françoise Vergès, je crois. J'ai un peu enchaîné entre selfie et un féminisme décolonial, donc il y a pas mal de comparaisons qui se sont faites un peu instinctivement dans ma tête. C'est une lecture qui est très accessible, mais qui l'est quand même moins, je trouve, que le livre de Jennifer Padjemi. Mais j'adore toujours, moi, l'énergie de ces lectures. J'ai trouvé ça hyper intéressant, un féminisme décolonial, puisque ça permet aussi de mettre en œuvre de façon, alors synthétique, oui, puisqu'en vrai, les cours, de façon synthétique et précise des choses auxquelles je réfléchis, que je traverse, que je lis à droite, à gauche, et là ça rassemble un peu tout ça, et je trouve ça toujours hyper intéressant. Et voilà, c'est toujours des lectures, comme je le disais, qui à la fois me mettent en colère et m'exaltent, et c'est un entre-deux que j'aime bien. J'ai vu For God's Only, qui est un spectacle chorégraphié par Olivier Dubois pour Marie-Agnès Gillot. Je crois qu'Olivier Dubois, depuis quelques années, il a fait une série de sacres, donc sur le sacre du printemps de Stravinsky. Il a fait une série de sacres avec, je crois qu'il s'est chorégraphié lui, il a chorégraphié Germaine Acconi, et là il chorégraphie Marie-Agnès Gillot. À part une scénographie incroyable, un costume de très bonne facture, et Marie-Agnès Gillot qui gigote pendant 1 heure. Voilà, il y a une introduction, donc il y a la musique du sacre qui est le gros morceau, et avant il y a à peu près une dizaine de minutes d'introduction de musique un peu plus électro, contemporaine, etc. que j'ai trouvé très intéressant. C'est François Caffen qui a composé cette partie de la musique, c'est un compositeur de spectacle notamment que j'aime bien. À part ça, Marie-Agnès Gillot gigote pendant 1 heure. Il n'y a aucun geste chorégraphique, c'est feignant, enfin pour moi il n'y a vraiment aucun travail qui a été fourni, et c'est le genre de spectacle qui me met en colère, parce qu'en fait au bout de la 35e minute, j'entends un monsieur derrière moi qui dit à sa fille « C'est un peu long là quand même, non? Mais tu sais ma puce, je suis pas sûre qu'elle va danser. Hein. » Marie-Agnès Gillot, c'est une ancienne danseuse étoile, donc il y avait plein de jeunes, de petites filles dans la salle qui, je pense, font de la danse et qui viennent voir Marie-Agnès Gillot, ancienne danseuse étoile, dans un spectacle de danse contemporaine. Elle a gigoté, elle n'a pas dansé, elle n'a rien donné, elle n'a rien, il y a rien. Mais la honte, en fait, t'as pas honte en tant que chorégraphe, en tant qu'interprète, de présenter ce travail, genre. Voilà, ça m'a un peu agacée. Et ce qui est marrant, c'est que Marie-Agnès Gillot, je l'ai vue à nouveau au mois d'avril sur un plateau partagé qui était un peu bizarre. En fait, j'ai d'abord vu Titre provisoire de Johanna Malédon, qui est une chorégraphe dont j'aime bien le travail. Johanna Malédon, je trouve qu'elle a une force et un talent pour s'écrire, pour écrire son corps et pour s'écrire qui est assez fou. Elle est vraiment très très juste dans la façon qu'elle a de s'écrire. Dans Titre provisoire, elle se raconte, c'est son premier solo, c'est la première pièce qu'elle chorégraphie vraiment exclusivement pour elle-même. Et elle se raconte et elle raconte, et il y a tout un travail autour des mots. Des mots qui lui ont été balancés toute sa vie, des mots qu'elle a reçus, qu'elle a entendus, qu'elle s'est appropriés, dont elle a fait son identité à tort, à raison, etc. Et donc elle a un dispositif scénique qui est une espèce d'écran, un peu comme une enseigne de magasin, qui fait défiler des mots, et enfin voilà, en lien avec tout ça, je trouve ça c'est un travail très intéressant. Chorégraphiquement c'est intéressant, et c'est même frustrant pour moi encore une fois, parce que je vois tout ce que ça pourrait être de plus si ça dansait encore plus, si ça déployait encore plus les gestes chorégraphiques, etc. Et donc ça, c'était vraiment, je suis très contente d'avoir vu ce spectacle. Et à nouveau, il y avait Marie-Agnès Gillot, c'était un plateau partagé. Ensuite, il y avait donc un solo de Marie-Agnès Gillot, qui est en fait un solo de Caroline Carlson que Marie-Agnès Gillot a repris. Alors ça danse un peu plus, certes, mais en fait, c'est Caroline Carlson. Et ensuite, il y avait un auteur un peu bizarre, un peu douteux, en tout cas dont j'ai pas du tout aimé les propos, qui mettait les deux artistes en lien, qui leur posait des questions là aussi très douteuses, qui ensuite les faisait improviser sur un texte qu'il a écrit, une poésie, parce qu'il est poète, qu'il a écrit. Enfin, nul. Et c'était après For God's Only, donc après avoir vu For God's Only, j'ai revu Marie-Agnès Gillot, j'ai vu cet auteur sur moi, mais en fait, juste programmer un spectacle d'une artiste, Johanna Malédon, qui est une artiste dite émergente, en tout cas qui n'est pas encore ultra expérimentée et reconnue et tout. Assumer la programmation d'une jeune artiste qui programme son solo, qui a du sens, qui a des choses à raconter et qui est puissant et fort. Et juste, n'en faites pas des caisses. Pourquoi est-ce qu'on va appeler Marie-Agnès Gillot? Enfin bref, ça m'a un peu agacée à nouveau, d'autant que voilà, Titre provisoire se suffisait largement à lui-même. C'est un spectacle qui fait quasiment 1 heure. Enfin, voilà, c'est bon quoi. Voilà, en tout cas, j'ai vu Titre provisoire de Johanna Malédon et je suis très contente d'avoir vu cette pièce. Ensuite, oh là là, bah ensuite, attendez, là quand même, là c'est pas rien là ce qui se passe. Hein. J'ai vu Maldon de Leila K.
Oh là 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 là, exceptionnel. Exceptionnel. Leila K, je l'ai découverte il y a plusieurs années. Je suis vieille, il y a presque plus de 5 ans, je pense, maintenant. C'était au 104 à Paris et c'était une sortie de résidence de ce qui deviendrait Pot Dessert, son solo, qu'il l'a un peu fait connaître, identifié sur la scène contemporaine. Et j'avais trouvé, en voyant Pot Dessert à l'époque, que c'était une époque où je voyais beaucoup de danse et j'avais vu Pot Dessert, j'avais vu Leila K écrire son corps et je m'étais dit waouh, c'est incroyable, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de la danse qui me donne quelque chose de nouveau, une écriture dans le corps que j'avais jamais vue, qui me paraissait vraiment novatrice et qui m'a happée, qui m'a captée, que j'ai trouvée très très intéressante. Et depuis, je voyais passer plein de choses de Leila K et je me dis, oh, trop hâte de revoir son travail, de voir une pièce aboutie de Leila K, parce que vraiment j'ai gardé ce souvenir très très fort de quelque chose qui m'avait bouleversée. Donc là j'ai enfin vu Maldon. Maldon c'est une pièce pour 5 danseuses et les interprètes sont exceptionnels. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un plateau avec des interprètes aussi différentes mais aussi pertinentes ensemble et aussi brillantes. Elles sont exceptionnelles. Tout le début du spectacle, il n'y a pas de musique. Et elles sont d'une précision dans les mouvements. Elles sont d'une justesse dans tout ce qu'elles font, dans tout ce qu'elles respirent, littéralement. Dans tout. C'est d'une précision, mais incroyable. Et d'une puissance et d'une force. Je l'ai vu dans une salle qui est relativement grande et j'étais vraiment très au fond. Et leur énergie, et ça pour moi c'est vraiment caractéristique de quelque chose de réussi à l'endroit de l'interprétation, mais aussi de l'écriture pour ces personnes. L'énergie envoie et transperce dans la salle, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi j'ai été happée, prise, physiquement engagée dans ce spectacle, alors même que j'étais très loin, parce que les interprètes sont exceptionnels. J'ai trouvé l'écriture de Leila K d'une précision et d'une justesse incroyable. Il y a tout un travail sur l'espace, sur les costumes, sur le jeu aussi, parce qu'il n'y a pas que de la danse et que en tout cas des partitions chorégraphiques, il y a aussi pas mal d'interprétations de jeu. Exceptionnel, la musique incroyable, la lumière, ça, tout fonctionne et je pense que je partais convaincue d'avance, mais même comme ça, j'ai été subjuguée. Et je pense que vraiment la force des interprètes m'a particulièrement... Je savais que je serais convaincue par l'écriture, je savais pas à quoi m'attendre en termes au niveau des interprètes. Et alors là, incroyable. Et vraiment, je suis... ça me fait sortir complètement exaltée d'une salle de spectacle et me dire mais waouh, quelle chance d'avoir accès au spectacle vivant, d'avoir accès d'un point de vue matériel, mais d'avoir intellectuellement la possibilité et la disponibilité pour recevoir de l'art et du spectacle. Et c'est tellement une chance et un privilège que je mesure tous les jours et que je mesure particulièrement dans ce genre de situation quand je sors et que les gens sont contents, il y a une standing ovation de zinzin à la fin et les gens parlent et sont contents et sont exaltés et crient et disent tout ce qu'ils ont ressenti et tout. Et ça vraiment, c'est ça qui me fait vivre. Et c'est pour ce type de moment de spectacle vivant que je fais la culture, que je vis la culture. Et c'était, mais... incroyable. Je suis trop contente, trop contente de l'avoir vu. Vraiment. Et ensuite, sur une autre ambiance, j'ai vu Fanon, le film de Jean-Claude Barny. Rien à voir dans l'ambiance, hein. Pas du tout la même exaltation. Frantz Fanon, j'avais entendu parler de ce monsieur il y a très longtemps par un camarade de classe. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je m'intéresse à ce qu'il avait écrit et je ne l'ai jamais fait. Donc là, quand j'ai vu le film sortir un peu sur sa vie, je me suis dit, bon, bah, allons-y. Frantz Fanon, c'est un psychiatre français, martiniquais, qui a beaucoup œuvré, notamment en Algérie, sous la colonisation, en tout cas sur la fin de la colonisation, dans les années 50, il a été chef de service en psychiatrie dans un hôpital en Algérie. Et en fait, il a beaucoup écrit en lien avec la psychiatrie, mais sur le corps colonisé, sur la colonisation en fait, et l'impact de la colonisation en gros sur le psyché, sur les corps, sur les personnes. Et autant le film ne m'a pas du tout convaincue en termes de réalisation, c'est-à-dire que je l'ai trouvé pas très bien fait, pas très beau, pas particulièrement bien porté, enfin dans la forme, voilà. Mais dans le fond et dans ce qu'il raconte, enfin non pas ce qu'il raconte dans ce que j'y lis, mais vraiment dans ce qu'il nous dit, dans les propos, dans les phrases que j'entends, dans les mots que j'ai entendus, dans tout ça, je l'ai trouvé mais incroyable. Et du coup ça compense complètement pour moi le fait que la réal, je l'ai trouvé pas terrible.
Mais c'est tellement important, et quand je vois aujourd'hui, en 2025, le contexte entre la France et l'Algérie, ça fait particulièrement sens, je trouve, voilà, de pouvoir avoir accès à ce film. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, j'ai trouvé bizarrement un réconfort énorme dans la violence. Parce qu'évidemment, c'est dur et c'est violent et c'est horrible ce que ça dit, ce qu'il raconte, même les mots qu'on entend, les scènes qu'on voit, même si encore une fois, c'est pas très traumatisant parce que c'est pas très bien réalisé, je trouve. Mais dans ce que ça dit, c'est d'une extrême violence, mais moi j'ai trouvé un réconfort énorme à entendre cette violence, comme si c'était une forme de... Enfin, de l'entendre, de la vivre au cinéma, c'est une forme de reconnaissance de ce qui a existé, de reconnaissance de cette violence et de justement la violence de cette situation, de ces situations, de ce qu'a été la colonisation, de ce qu'a été l'Algérie dite française, etc. Et ouais, c'est bizarre parce que je suis ressortie un peu confuse en me disant mais c'est fou d'avoir été aussi réconfortée par quelque chose d'aussi dur et violent. Mais ouais, en tout cas dans le propos je le trouve réussi. Après dans la réelle encore une fois pas terrible. Et ce qui m'a un peu agacée c'est que je pense que l'épouse de Frantz Fanon a été plus que une godiche à son service. Voilà, ce qui est un peu le cas dans le film. Mais bon, on va tout avoir. Et ensuite, et c'est comme ça je crois que nous avons fini le mois d'avril, j'ai vu Tu ne mentiras point, l'adaptation au cinéma de Small Things Like These, qui est un film de... Je vais jamais me rappeler du... Claire Keegan. Claire Keegan. Clara. Oh. En tout cas c'est un livre que j'avais lu un peu par hasard il y a quelques temps. Je l'avais lu en anglais et c'est drôle parce que... je lis pas beaucoup en anglais, je lisais pas et je lis pas beaucoup plus maintenant en anglais. Et j'ai souvenir que ça avait été une lecture... Alors le livre est assez court mais ça avait été un peu laborieux parce que je sentais que je saisissais pas la subtilité littéraire et le style littéraire de l'autrice en anglais. Parce qu'un style littéraire et des effets de langage, etc. en français, je peux les capter, je peux comprendre ce qui se passe, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais je comprends. En anglais, je pense que je suis passée à côté vraiment du style de l'écriture et de la littérature de cette autrice. Mais j'en garde quand même un souvenir assez fort. Et donc là, quand j'ai vu qu'il était adapté au cinéma, qui plus est avec un personnage principal interprété par Cillian Murphy, j'y suis bien évidemment allée. Et je l'ai trouvé assez réussi dans l'adaptation, même si j'ai quand même préféré la lecture. Alors même que je l'avais trouvée laborieuse. Mais j'ai quand même trouvé que le livre était mieux que le film, en gros. Après, j'ai trouvé qu'il était bien raconté, enfin voilà, que c'était plutôt réussi. Mais j'étais très fatiguée quand je l'ai vu. Et autant, généralement, j'adore les films où il se passe rien. Autant là, la fatigue a fait que j'ai pas hyper bien apprécié et vécu le fait qu'il se passe rien. Voilà. Du coup, j'en garderai pas, je pense, un souvenir impérissable, mais pour autant, je suis très contente de l'avoir vu. Et c'est ainsi que s'est terminé le mois d'avril 2025.